Et si, en une seule matinée, le destin de l'Afrique avait irrémédiablement basculé? Imaginez, le 19 août 2025, à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré ose l'inimaginable. D'un geste sans précédent, il expulse la chef de l'Organisation des Nations Unies du Burkina Faso, Barbara Manzi, la déclarant persona non grata, sommée de quitter le pays sur le champ. Le choc est immédiat. Jamais, dans l'histoire récente du continent, un dirigeant africain n'avait défié de façon aussi frontale une institution jugée intouchable. En quelques heures, l'ordre diplomatique vacille. Un petit État remet en cause les règles imposées par des décennies de rapports de force mondiaux. La stupeur gagne chancellerie, rédaction, marché financier. Pourquoi ce geste aussi radical? Qu'est-ce qui a poussé un chef d'État à rompre avec la tradition de soumission silencieuse? Les spéculations s'emballent, mais une certitude s'impose. Il ne s'agit pas d'un simple incident, mais d'un séisme dont les répliques menacent l'équilibre international. Ce qui se joue dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Au cœur de cette crise, la neutralité de l'Organisation des Nations Unies, la légitimité des élites africaines et la possibilité pour le continent de façonner lui-même son avenir. Les enjeux sont immenses: souveraineté de millions d'hommes et de femmes, contrôle de ressources vitales, place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Le statu quo semble rompu. L'Afrique accepte-t-elle encore d'être spectatrice de sa propre histoire ou vient-elle d'ouvrir une brèche vers une ère nouvelle? Pour comprendre l'onde de choc, il faut revenir au point de rupture. Pourquoi ce geste, ce matin-là? Tout commence bien avant ce matin fatidique. Pour saisir les motivations du capitaine Traoré, il faut remonter aux tensions invisibles qui couvaient déjà sous la surface. L'Organisation des Nations Unies, gardienne de la paix ou geôlière moderne. La question brûle tous les esprits ce mois d'août 2025, quand le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, ose l'impensable. Il expulse la plus haute représentante de l'ONU, Barbara Manzi, sous le regard incrédule des caméras du monde entier. L'ONU, née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour garantir la stabilité, s'est longtemps présentée comme le dernier rempart contre le désordre. Mais dans une grande partie du Sud, sa façade s'effrite. On l'accuse d'être le bras invisible de l'Occident, de couvrir des opérations clandestines, de dicter des lois qui profitent aux puissants, rarement au peuple. Pour comprendre cet acte de défiance, il est essentiel de faire un détour historique. Souvenons-nous de la crise du Congo dans les années 60, lorsque l'ONU fut accusée d'avoir pris le parti des grandes puissances contre des leaders africains comme Patrice Lumumba. Ou même de la Somalie, où ces interventions humanitaires se sont parfois transformées en opérations militaires controversées, laissant derrière elles des cicatrices profondes et des populations désabusées. L'acte de Traoré n'est donc pas un coup de tête. Il s'inscrit dans un climat d'exaspération accumulée, nourri par une jeunesse africaine lassée des promesses creuses. En claquant la porte, le Burkina Faso expose au grand jour des accusations explosives contre l'ONU, jamais formulées aussi frontalement. Première charge, espionnage militaire. D'après les autorités, certains agents onusiens auraient transmis à des puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis, des informations cruciales sur les positions des troupes, les stratégies de défense et les vulnérabilités sécuritaires du Sahel. Ces soupçons ne sont pas sans rappeler l'affaire des écoutes américaines révélée par Edward Snowden en 2013, où il fut prouvé que même les alliés les plus proches étaient surveillés. Ici, la différence est qu'un pays africain ose dénoncer ce qui, ailleurs, reste souvent tu. Des éléments matériels, comme des conversations enregistrées et des relevés bancaires, viendraient étayer ces accusations. Imaginez un général burkinabé découvrant, stupéfait, que ses plans de défense circulent entre les mains d'experts étrangers, modifiant ainsi la donne sur le terrain et menaçant la sécurité de millions d'habitants. Deuxième accusation, exploitation illicite des ressources nationales. Sous couvert d'études humanitaires, des rapports détaillés sur les réserves d'or, de manganèse et d'uranium auraient été détournés au profit de groupes miniers occidentaux. Pour un pays dont les minerais valent des milliards, ce soupçon réactive le vieux traumatisme de la dépossession. On se souvient de la situation de la République démocratique du Congo, où les minerais de coltan et de cobalt, essentiels à l'industrie mondiale du numérique,
ont été exploités au détriment des populations locales. Ou encore du scandale du pétrole au Nigeria, où des compagnies étrangères ont longtemps dicté les règles, laissant les communautés locales dans la misère malgré la richesse du sous-sol. Troisième accusation. Ingérence politique. Le gouvernement affirme que des diplomates onusiens ont orchestré, sous prétexte de dialogue, des rencontres secrètes avec l'opposition, afin d'influencer le choix des dirigeants et l'avenir politique du pays. Là encore, des preuves tangibles seraient disponibles. Cette stratégie d'influence rappelle les interventions passées de puissances étrangères dans des pays comme l'Iran en 1953 ou le Chili en 1973, où des coups d'État furent orchestrés dans l'ombre par des acteurs extérieurs, changeant à jamais le cours de l'histoire nationale. Pour les Burkinabés, mais aussi pour des millions d'Africains, ces révélations font résonner une mémoire longue. Traités inégaux, richesses envolées, souveraineté piétinée par des règles venues d'ailleurs. L'affaire Traoré ravive ce sentiment d'être spectateur de son propre destin. Dans les écoles, les universités, les marchés, on évoque à voix haute les épisodes du passé où les décisions majeures se prenaient sans les Africains, pour les Africains, mais jamais par eux. Le bras de fer dépasse le simple affrontement diplomatique. Si l'ONU devait perdre sa légitimité, c'est tout l'édifice de l'aide internationale et de la médiation qui pourrait s'effondrer. Pour le Burkina Faso, la mise est immense. Devenir un paria ou un éclaireur, risquer l'isolement ou inspirer d'autres États africains à réclamer leur part. Un précédent existe. En 2015, la Grèce avait défié l'Union européenne en rejetant un plan d'austérité, provoquant un débat mondial sur la souveraineté économique. Ici, la portée est encore plus grande, car c'est l'Afrique tout entière qui se retrouve à la croisée des chemins. Ce qui se joue à Ouagadougou déborde largement les frontières nationales. L'acte de Traoré interroge toute l'Afrique. La neutralité de l'ONU est-elle une illusion? Est-il temps de réclamer, enfin, un nouveau rapport de force? Mais derrière les projecteurs, chaque accusation soulève des questions explosives. Pour comprendre l'onde de choc, il faut revenir aux coulisses de cette crise et à ce qu'elle révèle des failles du système onusien. Prenons l'exemple concret du Mali, voisin du Burkina Faso, où la mission de l'ONU, la MINUSMA, a souvent été accusée de passivité face à la montée des groupes armés. Les populations se demandent alors si l'aide internationale est réellement désintéressée ou si elle répond à des agendas cachés. Quand un acte de défiance embrase tout un continent. En quelques heures, le geste d'Ibrahim Traoré fait irruption bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est plus un simple défi lancé à l'ONU, c'est l'écho profond d'une Afrique qui refuse désormais de s'incliner. On assiste à un phénomène similaire à celui du printemps arabe, où l'étincelle partie de Tunisie en 2010 a embrasé toute une région. Mais ici, c'est la dignité et la souveraineté qui sont au cœur du soulèvement. Rapidement, la scène prend une ampleur panafricaine. PLO Lumumba, figure respectée et dépositaire d'un héritage chargé d'histoire, adresse un soutien public et sans détour à Traoré. Son intervention ranime la mémoire collective. La lutte pour la dignité et la souveraineté n'est pas achevée. Elle ne fait que changer de visage. On se souvient alors de son père Patrice Lumumba, qui en 1960, lors de l'indépendance du Congo, avait prononcé un discours historique dénonçant l'exploitation et l'humiliation coloniale. Aujourd'hui, ce flambeau est repris par une nouvelle génération de leaders africains. La jeunesse s'empare du symbole. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Afrique debout explose. Des dizaines de millions de messages, de vidéos, de mèmes circulent de Dakar à Nairobi, de Lagos à Johannesburg. Un sentiment de dépossession laisse place à une fierté insaisissable et contagieuse. Plusieurs influenceurs, artistes et sportifs de renom prennent position, affichant leur soutien et appelant à l'unité. Des musiciens comme Youssou N'Dour ou Burna Boy composent des hymnes à la renaissance africaine, qui deviennent viraux en quelques jours. La vague numérique déferle dans les rues. À Bamako, Ouagadougou, Abidjan, Kinshasa, des foules de jeunes se rassemblent, brandissant drapeaux nationaux et pancartes « Notre Afrique, nos règles ». Les manifestations surgissent spontanément, inédites par leur coordination et leur ampleur. La solidarité balaie les lignes linguistiques et coloniales. Francophones, anglophones,
lusophones se répondent d'une capitale à l'autre. À Johannesburg, un collectif de jeunes entrepreneurs lance une plateforme de financement participatif pour soutenir des projets locaux, et en une semaine, plus d'1 demi-million d'euros sont collectés. La dynamique ne s'arrête pas là. Des étudiants formés à l'étranger, ces fameux Brain Gain, annoncent leur retour pour contribuer à la reconstruction. Des appels circulent pour rapatrier talents, savoir-faire et capitaux. Un vent de confiance inouïe balaye le continent. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un forum sur l'avenir de l'Afrique réunit pour la première fois des experts des 5 régions du continent, qui élaborent ensemble des stratégies de développement indépendantes des modèles occidentaux. Face à cette vague, l'Occident réagit. Les grandes chaînes d'information dénoncent une prétendue dérive autoritaire en Afrique de l'Ouest. Des sanctions financières pleuvent. Certains relais régionaux, sous pression, laissent planer la menace d'interventions étrangères pour sécuriser la démocratie. On se souvient alors de la doctrine Monroe aux Amériques, qui justifiait l'intervention des États-Unis dans les affaires de leurs voisins sous prétexte de stabilité régionale. Mais ces pressions produisent l'effet inverse. Loin de diviser, elles soudent les Africains. Les hashtags se multiplient. Sanctions égale liberté. Pas sans l'Afrique. Les voix modérées s'effacent devant la montée d'une solidarité inédite. Dans les quartiers populaires de Cotonou ou de Douala, des collectes de fonds sont organisées pour soutenir les familles impactées par les sanctions, démontrant que la résistance s'ancre aussi dans le quotidien. Désormais, l'enjeu dépasse le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest. Il devient continental. Soit l'Afrique parvient à s'unir et à imposer sa vision au monde, soit elle risque de retomber sous le joug de divisions et de tutelles imposées. Cette situation rappelle l'histoire de l'Union européenne, qui, après la Seconde Guerre mondiale, a dû surmonter d'immenses divergences pour bâtir une paix et une prospérité collective. L'Afrique est-elle à l'aube d'un tel projet? La planète entière observe. Les institutions internationales vacillent. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique impose son rythme et défend ses propres règles. Les analystes à Genève et à New York comparent ce moment à la conférence de Bandung en 1955, où les pays du Sud ont affirmé leur volonté de se libérer des tutelles coloniales et de peser sur la scène mondiale. Mais à chaque mouvement de fierté s'oppose une riposte. Les lignes de fracture se creusent et nul ne sait qui cédera le premier. Les partisans du statu quo mobilisent d'anciens réseaux d'influence, tandis que les innovateurs africains cherchent à bâtir de nouveaux partenariats avec l'Asie et l'Amérique latine. L'Afrique ose enfin bâtir ses propres institutions, provoquant l'inquiétude, parfois l'hostilité, du reste du monde. Dès l'expulsion du représentant de l'Organisation des Nations Unies par le capitaine Ibrahim Traoré, un engrenage irréversible se met en marche. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les chefs d'État africains proclament la création d'une force de défense africaine, une armée continentale, rassemblant plus d'1 demi-million de soldats, conçue pour garantir une défense collective affranchie de toute tutelle étrangère. Ce projet n'est pas qu'un symbole. Chaque pays membre s'engage à fournir une part de ses effectifs, de ses ressources stratégiques et de ses technologies. L'ambition. Protéger la souveraineté africaine sur ses territoires, ses routes commerciales et ses richesses naturelles. Pour illustrer ce changement, prenons l'exemple du fleuve Congo. Jadis contrôlé par des compagnies étrangères, il devient un axe stratégique protégé par les États riverains qui veillent ensemble à la sécurité du transport fluvial et à l'exploitation équitable des ressources. Mais l'émancipation ne s'arrête pas à la sphère militaire. Dès l'annonce, les institutions africaines dévoilent un calendrier audacieux. La Banque centrale africaine verra le jour accompagnée d'une nouvelle monnaie panafricaine, indépendante du dollar, de l'euro et du franc CFA. L'Afrique projette aussi la création d'une cour de justice panafricaine, capable de juger les crimes économiques et politiques qui échappaient jusqu'ici à toute sanction locale. Ce projet s'inspire de la Cour pénale internationale, mais en intégrant les spécificités juridiques du continent. Ces avancées bouleversent les capitales occidentales. Sous des discours policés sur le droit international, la peur de perdre l'accès privilégié aux ressources africaines grandit. Pétrole, or,
cobalt, terres rares, des marchés vitaux pour les industries mondiales, menacent de passer sous contrôle africain. À titre de comparaison, la nationalisation du canal de Suez en 1956 par Nasser avait provoqué une onde de choc similaire, rappelant que la maîtrise des infrastructures clés est au cœur de la souveraineté. Pour certains analystes, si l'Afrique mène ce projet à terme, un nouveau pôle de pouvoir émergera. Le continent pourra enfin négocier d'égal à égal avec la Chine, l'Inde, l'Europe ou l'Amérique. Pour la jeunesse africaine, c'est peut-être la chance de devenir actrice de son propre destin, plutôt que simple spectatrice d'un théâtre écrit ailleurs. Les universités africaines, déjà parmi les plus dynamiques en matière de recherche en énergie solaire ou en agriculture durable, peuvent ainsi devenir des pôles d'innovation reconnus mondialement. Mais la transformation n'est pas sans péril. Les menaces de coalitions hostiles, de sanctions massives ou même d'interventions déguisées planent. Déjà, certains pays occidentaux envisagent gel d'avoirs, pressions économiques et campagnes de désinformation visant à discréditer les nouveaux dirigeants africains. Le spectre d'un écrasement par des moyens économiques, informationnels ou militaires ne disparaît pas. Les campagnes sur les réseaux sociaux, orchestrées à distance, tentent de semer le doute, rappelant les manipulations lors du Brexit ou de l'élection américaine de 2016. Tout se joue ici, l'émancipation réelle du continent, la reconquête de ses ressources et de son image, la possibilité de rompre avec la dépendance. Mais la porte reste entr'ouverte sur le danger d'un retour de bâton brutal, de divisions internes exploitées de l'extérieur ou d'un statu quo sous des habits neufs. L'expérience des printemps arabes, où l'espoir s'est parfois mué en chaos, sert d'avertissement. Sans institutions solides et unité, la renaissance africaine pourrait être compromise. À ce stade d'incertitude, une question s'impose. Comment transformer cet élan sans précédent en victoire durable ? La réponse dépendra de la capacité des institutions africaines à surmonter les pressions extérieures et à préserver leur unité. Mais déjà, le monde retient son souffle, conscient qu'un nouveau chapitre s'écrit sous ses yeux. Des conseils pratiques émergent, renforcer l'intégration régionale, harmoniser les systèmes éducatifs, mutualiser les ressources en recherche et développement et créer des réseaux de solidarité entre les sociétés civiles. La révolution en marche n'est pas qu'une affaire de diplomatie ou de politique. Elle touche l'économie, la culture et surtout l'individu. L'expulsion d'un représentant onusien n'est qu'un signal. Ce qui se joue, c'est la possibilité de transformer le quotidien, de rejeter la fatalité et d'insuffler une dynamique collective capable de remodeler l'Afrique et sa place dans le monde. Pour réussir, il faut s'inspirer de la révolution verte asiatique, qui a permis à des pays comme le Vietnam ou l'Inde de sortir des millions de personnes de la pauvreté grâce à la formation, à la technologie et à l'esprit d'initiative locale. Tout commence par l'éducation. Les jeunes Africains comprennent que le savoir est la première arme pour se libérer. Investir dans l'apprentissage, soutenir les écoles indépendantes, encourager les initiatives locales. Voilà comment bâtir les fondations d'une génération souveraine. Les médias, eux aussi, sont essentiels. Face au déferlement de la désinformation et des récits occidentaux dominants, l'essor de médias africains indépendants permet de reprendre le contrôle de l'image et de l'histoire du continent. Regarder le monde avec ses propres yeux, c'est déjà résister. À titre d'exemple, la chaîne de télévision panafricaine, Africa 24, diffuse quotidiennement des reportages sur les réussites locales, inspirant des milliers de jeunes à entreprendre dans leur pays. Soutenir les entreprises locales devient un levier de puissance. Chaque achat, chaque choix déplace l'équilibre. Lorsque des millions de consommateurs africains choisissent leurs produits, ce sont non seulement les entreprises locales qui prospèrent, mais aussi les multinationales qui voient dans leur pouvoir s'éroder. Imaginez l'impact si, demain, la majorité des Africains décidaient de consommer africain. En quelques années, la donne mondiale serait bouleversée. Ce pouvoir de transformation est à la portée de tous, chaque jour, à travers des gestes simples et répétés. Prenons l'exemple du secteur du textile au Mali. Grâce à la revalorisation du coton local, des milliers d'emplois ont été créés et les exportations ont augmenté de façon significative. Un phénomène longtemps subi s'inverse,
La fuite des cerveaux devient un retour des talents. Grâce aux réseaux numériques et sociaux, des femmes et des hommes formés à l'étranger reviennent, investissent, partagent leurs compétences et accélèrent la renaissance africaine. La technologie devient le catalyseur d'un mouvement où chacun peut créer, entreprendre, innover, sans attendre d'approbation extérieure. Au Rwanda, la création d'un pôle technologique à Kigali attire de jeunes ingénieurs venus des 4 coins du monde, qui participent à l'essor d'une économie numérique africaine. Il y a aussi la puissance du récit. Chaque voix compte. Les réseaux sociaux l'ont prouvé. Un seul message peut embraser un continent, mobiliser une jeunesse, interpeller le monde. En racontant leur histoire, les Africains reprennent ce qui leur a été confisqué trop longtemps, le droit de nommer, d'expliquer, de rêver leur avenir. Le récit collectif devient un espace de résistance et d'invention, où l'imaginaire trace les contours d'une souveraineté retrouvée. Dans les quartiers de Casablanca ou de Maputo, des ateliers d'écriture sont organisés pour donner, dès l'enfance, le goût du récit et de la créativité. Mais l'enjeu est immense. Si cet élan s'épuise, si la peur ou l'indifférence reprennent le dessus, l'ancien système reviendra, refermant la parenthèse d'espoir. Mais si chaque femme, chaque homme, chaque jeune fait le choix de s'engager, par une parole, un geste ou une décision, alors une génération entière peut changer le cours de l'histoire. Le point de bascule est là, à portée de main. Il dépend de la capacité à transformer l'indignation en mouvement et la prise de conscience en engagement durable. Pour cela, il est essentiel de créer des espaces de dialogue intergénérationnel où les anciens transmettent leur expérience et les jeunes apportent leur énergie et leurs idées nouvelles. Pourtant, le chemin n'est pas sans obstacles. L'opposition internationale et les défis internes mettent à l'épreuve la détermination du mouvement. Les tensions ethniques, les rivalités politiques et la tentation du repli sur soi constituent des écueils majeurs. Mais l'exemple du Botswana, pays qui a su transformer ses ressources en diamants en richesse collective, montre qu'avec de la transparence et une gouvernance partagée, il est possible de surmonter ces défis. Aujourd'hui, l'histoire bascule. Où décideras-tu de te tenir? Le Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas seulement renvoyé l'émissaire suprême des Nations Unies. Il a fracturé l'illusion de neutralité internationale, révélant un continent prêt à imposer sa voix au monde. Ce geste n'était pas anodin. Il a mis en lumière une Afrique qui refuse l'attente, qui forge sa souveraineté main dans la main avec sa jeunesse, ses outils numériques et ses richesses longtemps détournées. 3 forces reconfigurent tout. D'abord, la jeunesse africaine. Des centaines de millions de voix qui ne veulent plus se contenter d'être spectatrices. Elles racontent, diffusent, s'organisent. Leur créativité devient la sève d'un mouvement irrésistible. Ensuite, la technologie. Les frontières s'effacent derrière les écrans. D'Abidjan à Addis Abeba, les récits se propagent à la vitesse de la pensée. Le monde observe, fasciné ou inquiet, devant cette énergie décuplée. Enfin, les ressources africaines. Jadis fléau, elles se muent en atouts. Des milliards de dollars en minerais, terres rares, et talents humains changent de main. L'Afrique n'a jamais été aussi proche de reprendre les rênes de son avenir. Le séisme qui s'annonce ne concerne plus seulement l'Afrique. Il concerne chaque habitant de la planète. Que tu vives à Paris, à Pékin, à New York ou à Lagos, ton choix pèsera sur l'équilibre mondial à venir. Le statu quo vacille. Restera-t-on spectateur du sursaut africain ou deviendra-t-on acteur du changement? Les choix individuels, qu'il s'agisse d'investir dans une start-up africaine, de consommer responsable ou de s'informer auprès de médias indépendants, auront un impact décisif sur la trajectoire du continent et, par ricochet, sur celle du monde. Il ne s'agit plus d'observer, mais de choisir. Transmettre, débattre, s'engager. Chaque geste façonne le récit en cours. L'Afrique ne s'isole pas, elle invite à bâtir un modèle où justice, dignité et souveraineté ne sont pas négociables. Alors, de quel côté seras-tu? L'ère du silence africain est terminée. Ce n'est plus seulement leur futur qui se joue, mais celui de toute l'humanité. La renaissance panafricaine n'est pas une menace. C'est une chance de réinventer le monde ensemble. Ce moment n'est pas un point final.
c'est la première page d'un nouveau chapitre. Sera-t-elle blanche, ou la remplirons-nous, ensemble, des couleurs de la justice et du respect? Le choix appartient à chacun, et l'histoire retiendra celles et ceux qui auront osé façonner un avenir de solidarité, d'équité